Je devais venir travailler dans un restaurant, mais à ma grande surprise, je me suis retrouvée dans une maison. Il m'a dit, tu travailleras 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et chaque mois, ils te paieront $400. Ils m'ont demandé mon passeport et après mon arrivée, je ne l'ai plus jamais vu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, on a découvert le système de la kafala de loin, comme une vue d'ensemble. Aujourd'hui, on descend vraiment dans les détails les plus durs, ceux que les agences de recrutement ne te racontent jamais avant que tu prennes l'avion. Parce que derrière ces promesses, il existe tout un système organisé, structuré et profondément déséquilibré qui commence bien avant même ton arrivée au Liban et dans lequel chaque étape est pensée pour te maintenir dépendant. Je recrute des domestiques pour le Liban depuis 12 ans. J'ai ça dans le sang. Imagine-toi, tu es encore chez toi, en Éthiopie, au Kenya ou au Cameroun. Tu as passé des semaines, parfois des mois à préparer ton départ. L'agence t'a montré des photos de belles maisons, t'a promis un salaire de 300 à 400 dollars par mois. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Un jour de repos par semaine, une chambre individuelle confortable et même la possibilité de parler à ta famille régulièrement. Tu y crois? Tu te dis que c'est l'opportunité, que c'est ce que tu attendais depuis longtemps qui va changer ta vie et la vie de tes proches. Donc, dans beaucoup de cas, ces agences utilisent des techniques de manipulation très précises. Elles montrent uniquement des témoignages positifs, cachent volontairement les risques et exercent une pression psychologique en disant que les places sont limitées pour te pousser à accepter rapidement la proposition. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que certaines agences fonctionnent comme un véritable réseau d'exploitation avec des intermédiaires dans plusieurs pays. Chaque personne dans la chaîne prend une commission, ce qui transforme littéralement la travailleuse en source de profit. Comment ça se passe au Liban? Les domestiques éthiopiennes sont partout. Bien. Ici, elles ne sont pas disponibles. Elles ne coûtent rien. Je pense que la filière ghanéenne est l'une des meilleures. Les Ghanéennes sont de classe 2, juste après les Philippines. Les Philippines sont de classe 1, les Ghanéennes sont de classe 2. Les Sri Lankaises sont de classe 3 et la classe 4, c'est celle du Bangladesh. En Jordanie, la demande du marché se porte sur les filles ghanéennes. Elles sont mieux que les Kenyanes. Mieux que les Kenyanes? Mieux que les Kenyanes. Je pense que les Kenyanes sont mieux. Écoute, les Kenyanes sont bien éduquées, mais au Ghana, les filles travaillent plus dur. Je peux te les montrer, une par une. Celle-là. Celle-là est pour moi. Ces candidates sont toutes prêtes pour un emploi. Pour moi. Je t'ai envoyé la photo du dernier groupe, non? Oui, magnifique. J'ai 11 filles comme ça. Elles te rendent fou. Mais elles ne viennent pas tout habillées comme ça. Elles savent exactement dans quel système elles doivent envoyer ces femmes et pourtant elles continuent de vendre le rêve. Donc tu empruntes de l'argent, tu vends tes biens, tu demandes à toute la famille, certains à tout le village de cotiser pour toi. Tu payes des frais d'agence en plus, parfois des prix très chers, exorbitants, tu vois. Parfois même, il y en a qui payent 1000 à 3000 dollars, ce qui représente plusieurs années de revenus dans certains pays. Ce qui crée une pression énorme. Tu ne peux pas te permettre d'échouer quand tu pars. Tu dois tenir bon, peu importe ce que tu subis. Et tu montes dans l'avion, le cœur plein d'espoir, en te disant « Ah, bientôt, je vais accomplir mon rêve et le rêve de ma famille. » Certaines femmes découvrent même trop tard qu'elles ont été trompées sur le type de travail, sur les conditions ou même le pays de destination. Dans certains cas, elles ne parlent même pas la langue du pays. Elles arrivent et ce qui renforce encore leur isolement parce qu'elles ne parlent pas la langue. Mais dès que tu poses les pieds au Liban, la réalité te frappe comme un vrai coup de poing. Et ce choc est souvent brutal car il n'y a aucune phrase d'adaptation. Tu passes directement du rêve à une situation de dépendance totale. Marivik, donne-moi un briquet. Quand Marivik est arrivée chez nous, elle était effrayée, bien sûr.
On ne la connaissait pas et elle ne nous connaissait pas. Après 2 ou 3 mois, elle a la clé de la maison et elle peut tout faire dans la maison. Mais son passeport, c'est nous qui le gardons. Pourquoi? Tu voyages pour travailler. Tu voyages pour gagner de l'argent. Tu voyages pour dire oui à tes employeurs. On les traite avec humanité, mais il y a le respect. Et une ligne rouge qu'elles ne peuvent pas franchir. C'est ce que disent les critiques, et c'est ce qui ne va pas avec ce système. Vous pouvez accepter ça? Ce qui ne va pas avec ce système, C'est ce que disent les critiques. je ne pense pas que les droits de l'homme existent dans ce monde. Impossible. Peut-être en Europe, mais pas au Moyen-Orient. Et là, le système de la kafala commence vraiment à montrer son vrai visage. Un système où ton statut légal dépend entièrement d'une seule personne, ton employeur. Et j'en ai parlé, le système de la kafala, dans l'épisode premier. Elle est en ligne, vous pouvez aller la revoir. Et très souvent, le contrat que tu signes sur place n'a plus rien à voir avec celui que tu avais lu chez toi quand tu étais au pays. Et ce mécanisme est bien connu. Le premier contrat sert à te convaincre en fait de partir. Et le second contrat que tu vas avoir sur le terrain t'impose les vraies conditions de travail. On y va. Ton nom c'est? Rita. Salut Rita, moi c'est Rose. Et toi? Paolina. Paolina, moi c'est Rose. Vous avez un téléphone portable? Ok, c'est nous qui gardons votre portable dans le cas où votre employeur vous permette de l'utiliser. Après votre visite médicale, vous devez revenir ici au bureau. Ensuite, vos employeurs viendront vous chercher un par un, ok? Alors détendez-vous. Ici, vous devez savoir quelque chose. La façon dont nous parlons ne veut pas dire que nous crions. Vous ne devez pas être effrayé. Nous parlons d'une voix plus forte. D'accord? Chaque mois, on va mettre votre salaire de côté. Si vous voulez vous en occuper vous-même, vous devez le mettre à la banque ou le transférer à votre famille. Ne le gardez pas chez votre employeur, ok? J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Je dois construire une jolie maison et leur donner une meilleure éducation. C'est pour cette raison que je suis venue ici. N'envoyez pas tout l'argent à vos enfants. Économisez de l'argent pour vous. Vous pourrez acheter un terrain et construire la maison que vous voudrez, ok? Et comme tu es déjà sur place, sans argent, sans repère et souvent sans parler la langue, tu n'as pas de famille là-bas. Donc tu n'as pratiquement aucun moyen de refuser. Ici, au Liban, tu ne fais que travailler, gagner de l'argent et le dépenser. Sur ce terrain, on ne peut faire confiance à personne. Parce qu'il n'y a pas de loi. Pas de loi. Disons que les gouvernements du Moyen-Orient ne respectent pas la loi et que tout le monde cherche de l'argent. Et le salaire, il est promis, mais c'est pas ce que tu penses. Il est souvent divisé par 2 ou parfois par 3 à cause des frais d'agence, à cause des commissions que l'employeur dit avoir payées. Mais ça, tu ne savais pas au départ. Dans certains cas, les premiers mois de salaire sont même entièrement retenus pour rembourser les frais. Donc, tes premiers 2-3 mois de salaire, tu n'es pas payé, tu vois. Et ton passeport, il est confisqué dès l'arrivée à l'aéroport ou dans les premières heures. Et ce geste n'est pas anodin. Sans passeport, tu ne peux ni partir, ni prouver ton identité, ni chercher de l'aide facilement. C'est un outil de contrôle. Et la belle chambre individuelle dont on t'avait parlé, dans beaucoup de cas, elle se transforme en un petit matelas posé dans la cuisine ou le balcon ou même dans un couloir. Tu n'as pas de chambre individuelle. Non. Soit tu dors au salon, mais tu dois te réveiller très tôt. Et ce manque d'espace personnel participe aussi à la déshumanisation. Tu n'as plus vraiment de chez toi. La maison de ton employeur devient rapidement ta prison. Elle travaillait pendant des années sans salaire et n'avait pas le droit de rentrer chez elle. Elles étaient battues. Elles étaient abusées sexuellement. Certaines étaient violées. C'était inhumain. Dans le système de la kafala, tu n'es pas simplement employé. Tu es juridiquement lié à ton employeur qui contrôle ton droit de résidence dans le pays. C'est comme si tu faisais partie de la famille, mais ce n'est pas le cas. Tu n'as pas le droit de sortir seul, même pour faire une course. Ton téléphone est souvent surveillé ou carrément confisqué, en même temps que ton passeport. Tu ne peux pas contacter ta famille que si ton patron ou ta patronne est d'accord. Et encore, tout ça
sous leur contrôle. Quand on arrive, ils prennent nos téléphones, donc il n'est pas nécessaire qu'on apporte notre téléphone. Comment allez-vous garder contact avec votre famille? Ça, c'est mon gros problème en ce moment, je ne sais pas. Dans certains cas, les travailleuses n'ont même pas accès à Internet ou ne savent pas comment contacter leur ambassade. Elles sont livrées à elles-mêmes. Et surtout, tu ne peux pas simplement quitter ton emploi ou changer d'employeur librement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu quittes sans autorisation ton travail, tu peux être considéré comme en fuite. Donc, perdre ton statut légal et risquer l'arrestation. Donc, tu vis 24 heures sur 24 sous le même toit que les gens qui te considèrent parfois moins important comme une chose qui leur appartient. En fait, tu deviens un objet pour eux. Et cette confusion entre travail et propriété est au cœur du problème. Et puis, il y a aussi les choses qu'on ose à peine dire à haute voix. Les abus physiques, des gifles, des coups, des humiliations quotidiennes, des attouchements répétés. Les chats noirs, vous connaissez les chats noirs. Les propositions déplacées. Et malheureusement, dans trop de cas, des violences sexuelles, des vœux. Et tous ces abus sont facilités par l'isolement total de la victime. Pas de témoins, pas de possibilité de fuir facilement et une peur constante des représailles. Des organisations internationales et des ONG ont documenté de nombreux cas de violences graves, mais une grande partie reste invisible car les victimes ont peur de parler. Pas peur de ne pas être crues, d'être punies en fait, ou de perdre le peu qu'elles ont. Si tu oses te plaindre ou te défendre, on te menace immédiatement en te disant « Tu veux rentrer chez toi ? Très bien. » Mais sans un centime. Et on va dire à la police que tu as fui. Donc avec le système de la kafala, cette menace n'est pas vide. Elle peut te mener en prison ou te laisser coincé sans papier. Je devais venir travailler dans un restaurant, mais à ma grande surprise, je me suis retrouvée dans une maison. Il m'a dit, tu travailleras 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et chaque mois, ils te paieront $400. Ils m'ont demandé mon passeport, et après mon arrivée, je ne l'ai plus jamais vu. Vous travaillez combien d'heures par jour? Presque 18 heures. Je me levais à 6h30 et je travaillais jusqu'à 11h du soir, sans interruption. Ils ne m'ont pas payé le premier mois, ni le deuxième. Alors le troisième mois, j'ai demandé « Pourquoi vous ne voulez pas me payer ?» Elle vous a payé? Non, rien du tout. Pas d'argent? Pas d'argent. Pas de salaire? Non. J'ai appelé l'agent. Je lui ai parlé de la situation. Et il m'a dit « Tu es venu ici pour travailler, pas pour jouer. » J'ai essayé de lui expliquer. Oui, je suis venu pour travailler, mais les conditions... Ce que je vis n'est pas une vie normale. La crise économique que traverse le Liban depuis plusieurs années a rendu les choses encore plus difficiles et dramatiques. Depuis l'effondrement de la livre libanaise, beaucoup de familles elles-mêmes galèrent. Elles n'arrivent plus à payer les salaires, diminuent la nourriture et parfois passent leur propre stress sur les employés, leur frustration et les colères sur les travailleuses domestiques qui sont là, sous le toit et qui n'ont aucun droit pour se défendre. J'étais dans la cuisine. J'ai crié « Madame, c'est moi, Marie. Je brûle. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. » Quand elle est arrivée, j'ai eu l'impression que quelqu'un me donnait des coups de pied. Marie, comment tu te sens? Tu souffres? Ça fera mal, mais tu vas guérir. Tu as récupéré ton passeport? Je ne sais pas où il est. Et ton salaire? Je ne pense pas que je vais recevoir mon argent. Je ne l'ai jamais vraiment reçu. Je vais t'aider, ma sœur. J'ai peur. Comment je vais surmonter ça? Avec tout le travail qu'elle a fait là-bas, ils lui refusent son salaire. Ils l'ont renvoyée sans rien. Même si Marie guérit, elle ne sera plus capable de trouver du travail. Si on lui permet de sortir, nous la prendrons chez nous. C'est tout ce qu'on peut faire.
Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Elle aura de l'aide, ok? Dans certains cas, les travailleurs sont littéralement abandonnés devant leur ambassade ou dans la rue, sans salaire, sans papier, sans solution, et d'autres continuent à travailler sans être payés parce qu'elles espèrent récupérer un jour leur argent ou simplement survivre ou même juste récupérer leur passeport. Donc personne ne te prévient non plus que le Liban est un pays en crise permanente. Personne ne le dit. L'explosion dévastatrice du port de Beyrouth en 2020, les pénuries d'essence, l'électricité, les médicaments, l'instabilité politique depuis que Kadhafi est parti. Donc tu arrives en bas de la pyramide sociale. Tu es la première à souffrir quand il n'y a plus d'eau chaude, plus de courant, plus d'argent dans la maison. Et quand les choses vont mal, c'est souvent sur toi que tout retombe. Et dans cette hiérarchie sociale informelle, la travailleuse domestique migrante est tout en bas de l'échelle, ce qui la rend particulièrement exposée aux abus sans conséquence pour les employeurs. On m'a laissé dans la maison avec le monsieur. Il est venu quand je dormais et il m'a dit « Je te veux ». Et je lui ai dit « Non, je ne peux pas, je suis mariée ». Et il m'a dit « Tu es dans ma maison, tu dois obéir à mes règles dans cette maison ». J'étais dans ma salle de bain, puis il est venu et il a ouvert la porte parce que les portes n'avaient pas de clé. Il insistait pour entrer. Quand il est entré et que j'ai crié, il est sorti. Je tremblais et il riait. J'ai laissé toutes mes affaires. Je suis juste sortie et je me suis enfuie. Je me sentais si déprimée, j'en avais marre, je n'en pouvais plus. Alors j'ai pris mes draps de lit, j'en avais 3. Je les ai noués, je les ai utilisés pour descendre. C'était à quel étage? Au 3e, Au 3e? oui. Tu n'avais pas peur? J'avais peur, mais c'était à cause de ce que je traversais. J'ai décidé que si je mourais, ce serait mieux que de vivre ce que je vivais. Je me sentais perdue au point que je désirais mourir. Parce que c'était une expérience difficile. Je n'ai jamais... C'était dur. Je ne peux pas m'en souvenir. On estime que des centaines de milliers de travailleuses domestiques migrantes vivent au Liban, principalement venues d'Afrique et d'Asie, et qu'elles sont parmi les plus vulnérables du pays. Ce que personne ne te dit clairement avant de partir travailler au Liban sous la kafala, c'est souvent jouer à la roulette russe avec ta dignité, ta santé mentale et même ta sécurité physique. Tu pars pour aider ta famille, pour envoyer de l'argent tous les mois, pour offrir un avenir à tes enfants, et tu te retrouves parfois isolé, endetté, parce que tu as payé des milliers de dollars à l'agence avant de partir. Tu te retrouves humilié et complètement coincé dans un système qui te retire tout pouvoir. Un système dans lequel tu n'es pas protégé comme les autres travailleurs ou les autres travailleuses. Là, les travailleuses domestiques migrantes sont exclues du droit du travail classique au Liban, ce qui signifie que tu n'as pas forcément de salaire bas ou haut. Ils te payent comme ils veulent. Pas de limitation claire des heures de travail. Ils te demandent de faire les heures qu'ils veulent et pas de recours en cas d'abus. Tu n'as pas de défense, tu n'as pas de droit. Elle a été hospitalisée, on l'avait carrément jetée. Et quand elle est rentrée, elle ne pouvait plus parler. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Elle communique avec des gestes. Elle nous montre ce qui s'est passé. Elle nous le montre. Tu pourrais nous montrer comment nos filles sont maltraitées au Moyen-Orient pour qu'on puisse arrêter ça? Montre-nous comment tu as été blessée. Ils t'ont blessé comment? Du fil de fer? Ils t'ont attaché avec du fil de fer? C'était de l'eau chaude? C'était un fer à repasser? On espère juste qu'elle reparlera un jour. Elle essaie de nous dire quelque chose, mais on ne la comprend pas.
Beaucoup de filles racontent la même chose. Les premiers mois, elles pleurent tous les soirs en cachette. Elles se demandent comment elles ont pu tomber dans ce piège. L'isolement, la peur et la pression constante peuvent entraîner de graves conséquences psychologiques et même physiques. L'anxiété, la dépression, les pertes totales de tout repère. Je marche et je traverse. Il y a une voiture qui passe. Je vois un reflet donc je fais un réflexe, là je bouge et le mec m'a craché dessus. Je peux pas hurler. Personne ne te voit. Tu es noir. Je suis à un carrefour. On vient te cracher dessus. La voiture même qui est juste là après veut juste que tu disparaisses. Tu te sens plus bas que terre. Tu te sens moins que humain. Certaines parlent d'un sentiment de disparition comme si leur identité avait été effacée. Et pourtant, malgré tous ces risques, des milliers de jeunes femmes continuent de partir chaque année au Liban. Pourquoi est-ce qu'elles prennent encore ce risque énorme? Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans la prochaine épisode. Si cette vidéo t'a touché, si tu connais quelqu'un qui est parti ou qui envisage de partir, dis-le moi en commentaire, partage ton avis, partage ton histoire si tu veux et surtout n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas rater la suite. Et aussi c'est une manière de contribuer à cette communauté, ça fait plaisir, c'est gratuit. On se retrouve très vite pour l'épisode 3 où on va parler des raisons profondes qui poussent encore tant de personnes à tenter l'aventure libanaise malgré tout ce qui se passe. Parce que derrière ces départs, il y a souvent la pauvreté, il y a le manque d'opportunités, la pression familiale et l'espoir d'une vie meilleure, même quand les risques sont connus. Que dit d'autre? À très bientôt mes amis pour une toute nouvelle vidéo.